La question que nous essayons de travailler aujourd'hui, elle est tirée d'un constat. Ce constat est que je témoigne de ça en tant qu'intervenant à RACT. Ce constat est que pendant de nombreuses années, encore aujourd'hui, on a écho clairement du procès des démarches d'amélioration continue dans l'entreprise et des salariés, des intervenants, des médecins. Et nous avons des échos encore aujourd'hui, bien sûr, des démarches d'amélioration continue qui, quelque part, font un dégât relativement important dans le monde du travail et mettre en difficulté des salariés pour exécuter, réaliser de manière concrète et pragmatique et avec beaucoup de qualité et plaisir leurs tâches au travail et exécuter finalement leur travail et obtenir de bons résultats. Je crois que tous, l'un et l'autre, je vois qu'il y a des médecins du travail dans l'Assemblée, il y a des intervenants, il y a des directions et des consultants, des représentants de salariés, vous pourriez témoigner de démarches, où vous avez eu écho de démarches qui ont été, en tout cas, qui ont joué du coude et qui ont malmené des salariés, y compris jusqu'à avoir éventuellement une résonance et un impact sur la santé physique ou mentale. Mais ça, c'est le premier élément des ingrédients. Le deuxième élément des ingrédients, c'est que nous qui fréquentons dans le conseil d'administration, y compris le patronat, la question de l'emploi et de la compétitivité est une question qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire que je crois que l'expérience ThyssenKrupp sera intéressante à ce niveau-là. Il semble que pour obtenir de la compétitivité, que chacune des entreprises puisse dire pour être sur un segment compétitif, j'ai besoin de changer ma production, j'ai besoin de faire une amélioration en continu en fonction des années, il semble que ce soit quelque chose qui ne soit plus trop discutable, pas trop dans le domaine industriel, puisque c'est quelque chose qui est maintenant presque acquis, et les entreprises installent des systèmes pour rebondir et reconfigurer tout le temps, au fil des jours, au fil des mois, par des techniques nouvelles, des formes d'organisation, des formes de travail, des organisations particulières qui réussissent à donner à l'entreprise un positionnement compétitif et quelque part créer de l'emploi. C'est entre ces deux pôles-là qu'on va réaliser cet atelier et on va, pour ça, on a créé un petit dispositif. Le premier élément de ce dispositif, je le présente, excusez-moi, Thierry Morlet, qui nous a fait le plaisir de venir depuis Lyon, exprès pour venir conférencer à peine 15 minutes. Oui, l'envie au tout début de cette intervention de poser le cadre et en fait de se donner en fait un vocabulaire, une définition commune de ce dont on va parler forcément à travers les témoignages de nos deux entreprises. Alors, on parle de qualité de vie au travail, c'est le nouveau cible, la QVT, qui arrive dans les médias, dans la presse, après les TMS, les RPS, maintenant voilà la QVT, la qualité de vie au travail. Et qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ce terme générique de qualité de vie au travail? Il y a une déclinaison assez importante de la qualité qui va se traduire par la qualité d'abord des relations sociales et de travail. Et là, on a bien sûr en écho la reconnaissance, le respect, l'écoute, l'information, le dialogue social, la participation aux décisions. Un sujet sur lequel je pense, à travers des exemples, nous aurons quelques témoignages, notamment, je crois, de salariés. La qualité du contenu du travail, et oui, mon degré d'autonomie, la variabilité de mes tâches, le degré de responsabilité qui m'incombe, tout ceci fait aussi partie de cette qualité du contenu du travail. Qualité de l'environnement physique, un sujet un peu plus classique que vous connaissez, c'est bien sûr celui de la sécurité, des ambiances physiques de travail, sujet historique mais qui reste encore préoccupant. La qualité de l'organisation du travail, où là on va parler de la qualité de la prescription, de la capacité d'appui de l'organisation dans la résolution des dysfonctionnements. On va parler de démarche de progrès, de réduction de pénibilité, d'anticipation de la charge de travail. Et puis, bien sûr, les possibilités de réalisation et de développement professionnel. On est au travail pour un temps qui va être de plus en plus important. Quel va être, du coup, l'enjeu de la formation, des acquis d'expérience, le développement des compétences? Ça aussi construit la qualité de vie au travail. Et puis, bien sûr, cette conciliation parfois difficile entre vie professionnelle et vie privée, ces deux sphères qui devraient être indépendantes, mais qui deviennent perméables,
merci l'iPhone, merci Internet. Enfin voilà, tout ça regroupe ce qu'on pourrait appeler, sous un vocable, la qualité de vie au travail. Maintenant, l'amélioration continue. Là, l'objet est un petit peu plus compliqué. Dans le principe, c'est assez simple. C'est finalement un cycle qui va se reproduire, cycle vertueux, point d'interrogation, entre le diagnostic, l'analyse et l'action. On va mesurer, vérifier l'état d'un système, on va analyser, comprendre toutes les données de ce système qu'on a récupéré et on va travailler à la mise en place de plans d'action, de solutions. Pour cela, on trouve des outils. J'en cite quelques-uns, mais ils ne sont qu'à titre d'exemple. Ces outils vont être le support de la démarche qui, bien sûr, va intégrer les facteurs humains. Et là, on va s'interroger peut-être sur les limites que l'on peut avoir avec l'engagement des salariés, avec la participation des salariés. Bien évidemment, ces démarches d'amélioration continue, elles sont souvent mises en œuvre dans l'entreprise avec une première annonce officielle qui est la productivité, la rentabilité, ce sont un peu les vocables que l'on entend. On ose parfois l'amélioration des conditions de travail, ou en tout cas on le dit dans un espèce de niveau prescrit de la chose, et puis dans la réalité on se confronte à des difficultés. Toujours est-il que pour certaines démarches d'amélioration continue, on est plus proche de la philosophie, assez éloigné de notre esprit bien français, mais on est dans un processus où finalement on va essayer de chasser le gaspille, d'hyper-rationaliser le travail. Comment ça va se conjuguer avec notre volonté d'amélioration et de bien-être au travail? Justement, ce sont les tensions qui existent et que l'on connaît aujourd'hui entre l'amélioration continue, la qualité de vie au travail. Ces tensions, elles sont reconnues par des études, elles sont parfois au titre du retour d'expérience exprimé tant par les salariés que par les différents acteurs de la santé au travail et de la gouvernance des entreprises d'ailleurs. L'effet qui est le plus historiquement détecté, c'est l'effet sur la santé au travail où on observe que par exemple la mise en place du Lean va entraîner une augmentation, un accroissement des troubles musculo-squelettiques et des troubles psychosociaux. Autre effet sur l'organisation du travail, ce sont des effets de flexibilité d'horaire. On va voir des plages de travail qui vont se diluer, voire peut-être pour certains se concentrer. Des cadences qui apparaissent aux yeux des salariés ou des opérateurs comme plus élevées. Et puis bien sûr cette tension qui existe toujours dans nos entreprises entre l'efficacité, la santé. Comment en fait à travers ces démarches d'amélioration continue on arrive encore à prendre en compte et en considération la question de la santé. Ce qui fait aussi tension dans cette vision amélioration continue, qualité de vie au travail, c'est la façon dont les démarches d'amélioration continue prennent en main l'ergonomie. Malheureusement, l'ergonomie est souvent vue pour eux comme du bon sens, comme quelque chose qui se réfère à des normes et qu'il faut respecter les normes. Juste une petite parenthèse, en langue française, en ergonomie, on a plutôt tendance à parler de l'ergonomie de l'activité, c'est-à-dire de l'activité réelle du salarié. La vision normative du salarié est quelque chose qui nous déplaît et nous dérange un petit peu, mais pourquoi pas, elle existe, ça peut servir, mais ce n'est peut-être pas la finalité de la chose. Effectivement, l'activité de travail, quand on regarde ces démarches d'amélioration continue, elle se voit en fait, l'activité de travail, comme une activité physique, essentiellement physique. On va essayer d'apprendre aux salariés à avoir le bon geste, la bonne posture, l'attitude qui est économe par rapport à la dépense physique, etc. Ces démarches ne prennent pas toujours suffisamment en compte les questions d'engagement des hommes et des femmes dans le travail, la question aussi de la capacité d'agir des opérateurs. C'est vrai que la valeur du travail ne se limite pas à l'exécution d'une tâche standard. Travailler, c'est faire face à des aléas, c'est prendre en charge des choses que l'organisation n'a pas pu ou n'a pas su prévoir. C'est ça la valeur du travail. Et cette valeur, du coup, comment elle est réinterrogée à travers ces démarches d'amélioration continue? C'est là où aussi les tensions se font sur prévention et productivité dans les entreprises qui engagent ce type de démarche. Je voudrais
à travers les conditions de la réussite, à la fois d'une démarche d'amélioration continue comme d'une démarche de qualité de vie au travail, à travers ces conditions de la réussite, vous donnez une espèce de grille de lecture, en tout cas vous la proposez, vous la suggérez, pour entendre les témoignages de nos deux entreprises présentes. Un champ de réussite, une condition de réussite pour ces démarches-là, c'est l'intégration des impacts humains dans la conduite du changement. En effet, on pense que l'impact et la faisabilité humaine du changement doit se faire en amont. Donc il y a tout un travail finalement de préparation et de favoriser cette anticipation du changement en associant de façon un petit peu plus systématique les managers, mais aussi les représentants du personnel, les services pluridisciplinaires de santé au travail, comme on l'a évoqué dans l'ouverture de cette journée, et puis bien sûr en intégrant des compétences humaines et sociales. C'est une des conditions de la réussite. Autre condition, c'est l'implication de la gouvernance des entreprises. Si la gouvernance des entreprises n'est pas impliquée, la mobilisation va être difficile, et en tout cas la durabilité de la politique d'amélioration de la qualité de la vie au travail va être aussi, elle, mise à mal. On va dire que si le bien-être génère de la performance génère aussi du bien-être. Si la gouvernance en est convaincue, les choses en sont fortement facilitées. Je pense que là aussi, j'aurai, à travers nos deux invités, des exemples de cette condition de réussite qui est à mes yeux assez importante. Autre élément de condition de réussite, le rôle des managers sur le terrain. Les managers sur le terrain sont aussi en charge de la santé des salariés qu'ils encadrent, mais il faut que ces managers ils soient formés, il faut qu'ils aient des marges de décision pour tenir ce rôle d'acteur du bien-être au travail. Là aussi, c'est une question qui se pose dans l'entreprise qui engage ce type de démarche. Il faut accompagner ces personnes à la fois dans l'animation des équipes, dans la reconnaissance du travail de manager. C'est souvent le manager qui est pris en étau et peu reconnu dans ce rôle de construction de la santé et du bien-être au travail. Et puis bien sûr, remettre dans ces relations d'évaluation du manager vis-à-vis des salariés la question du travail réel comme un élément aussi de reconnaissance et de valorisation du travail. Le dialogue social et puis le travail réel au cœur des transformations, ce sont là aussi des éléments de réussite. J'accélère un tout petit peu parce que je vois que je suis en retard. Je voudrais terminer comme autre grille de lecture, après ces conditions de réussite, voir sur les effets qui sont généralement attendus par l'entreprise et par les salariés lorsqu'elles engagent des démarches d'amélioration continue, des démarches d'amélioration continue, oui, et de qualité de vie au travail. Bien sûr, pour l'entreprise, elle n'entre pas dans ce jeu et cette action qui est parfois lourde aussi en termes de mobilisation des équipes de travail et des ressources. Elle ne le fait pas pour rien, elle le fait avec un objectif souvent qui est de développer, voire de pérenniser l'entreprise. C'est aussi une condition de survie. C'est aussi une condition d'être robuste face à une concurrence qui se veut de plus en plus mondialisée pour certains. C'est aussi une volonté de mieux utiliser la question de la gestion des compétences et des emplois, donc tout ce qui concerne la sphère RH et de ses outils. C'est bien sûr faire de l'amélioration pour créer de la valeur ajoutée, mais aussi améliorer pour certaines entreprises leur attractivité vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis de l'accueil de nouveaux salariés. C'est aussi une des raisons qui poussent. Et puis finalement, pour l'entreprise, c'est aussi une question d'optimisation des ressources. Et ces ressources, elles sont à la fois techniques et bien sûr à la fois humaines. Pour le salarié, la volonté qui ressort de façon majoritaire dans l'ensemble des études qui ont pu être portées sur ce sujet, c'est bien sûr l'épanouissement au travail, c'est la préservation de sa santé, on ne vient pas au travail pour se tuer, et c'est bien sûr de préserver cette difficile parfois conciliation entre une vie professionnelle chargée et qui s'étire parfois dans la journée, voire sur les week-ends, et sa sphère privée. Il y a le discours, il y a la réalité. Le discours, pour moi, du Lean est un discours qui est proche presque d'une philosophie de pensée. Le vocabulaire est très particulier,
la symbolique de ce Lean avec, je ne sais pas si vous connaissez le chapiteau, les piliers, et si l'un des piliers n'est pas tenu, du coup tout s'effondre, etc. Enfin, il y a une espèce comme ça de philosophie, et je ne voudrais pas dire qu'il y a presque un endoctrinement dans certaines entreprises, et que ce respect de la philosophie est une condition de réussite. Donc certaines entreprises arrivent à passer outre et à conduire du coup une intégration plus sérieuse du facteur humain, d'autres effectivement tombent dans cette espèce de philosophie. Ce qui se passe, c'est que la façon dont ces démarches-là interpellent l'opérateur, c'est une interpellation qui n'est pas dans la compréhension du travail, mais qui est dans la recherche de ce qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on veut absolument, à travers ce regard que l'on dit porter sur le travail ou à travers la participation des opérateurs ou des salariés, on cherche en fait à les pressuriser et à les rendre complices de cette pressurisation. L'attitude de l'ergonome, en tout cas l'attitude d'une vision compréhensive du travail qui va chercher la ressource qu'est le travailleur dans son activité, et justement cette ressource elle est, comme je le disais, importante dès lors qu'il y a décalage, aléas, choses incertaines qui arrivent, qui n'étaient pas prévues, etc. Cette valeur-là, elle est annihilée par le fait qu'on demande aux salariés de ne pas s'écarter du standard. Donc, on supprime la marge de manœuvre, on supprime l'initiative, on supprime la créativité que peut avoir l'opérateur sur sa tâche, et c'est ça qui met l'ergonome et met les personnes qui sont en charge des questions de facteurs humains dans une tension par rapport à ces outils-là. Donc, c'est pas qu'on rejette ces outils-là, loin de là, on les comprend, on essaye parfois même de les assimiler, mais on essaye que ce regard qu'ils portent sur le travail et sur l'opérateur soit un regard qui prend en considération cette valeur d'enrichissement créatif, d'initiative, de richesse créative aussi, et de richesse qu'a l'opérateur dans son décalage par rapport à un standard qui lui est imposé. Nous sommes un équipementier automobile. Nous appelons ThyssenKrupp, mais au sein de ThyssenKrupp, il y a une branche automobile en cadre de la diversification de ce groupe. Donc nous sommes purement un équipementier automobile. Nous venons de la forge à froid. Donc au départ, nous sommes des forgerons et nous avons progressivement évolué vers un métier qui est plus de l'assemblage. Alors nous avons d'abord démarré par assembler des pièces, on va dire, simples, donc ce qu'on appelle les axes intermédiaires, c'est la partie qui lie la crémaillère à la colonne de direction. Et petit à petit, nous avons évolué vers la fabrication de colonnes de direction complètes, qui se représentent de cette façon-là, et aujourd'hui, nous fabriquons également des crémaillères. Donc voilà un exemple de crémaillère, tant et si bien qu'aujourd'hui, nous faisons des assemblages qui vont du volant jusque ici, donc aux roues. On appelle en termes anglais wheel to wheel, donc du volant aux roues. Donc, nos produits ont des durées de vie très courtes, de 4 ans à 8 ans. 8 ans, c'est la durée de vie d'un véhicule en général, et nos colonnes de direction parfois changent en cours de route, elles sont également en constante optimisation. C'est-à-dire il y a en permanence des évolutions, des optimisations. Alors ce n'est pas forcément des économies, c'est aussi des économies, c'est aussi des optimisations de confort, des exigences particulières qui viennent de clients d'ailleurs, qui viennent de vous autres, qui nous font constamment évoluer les produits dans une ère de complète révolution. C'est-à-dire que jusque-là, la direction était déjà assistée, je ne vais pas revenir à l'époque d'avant, mais elle était déjà assistée, mais de façon hydraulique. Et là, on est en train de passer à la direction assistée électrique. Donc j'en étais donc à dire qu'on a nos clients constamment dans notre maison, et évidemment, nos clients, c'est les premiers qui nous poussent vers l'amélioration continue, parce que lorsque vous êtes fournisseur de l'automobile, vous devez être certifié. Certifié ISO TS, certifié TS 16949, sur des normes, des niveaux d'exigence qui sont relativement élevés, mais maintenant qui s'étendent à beaucoup d'autres industries. Donc le premier qui nous dit de faire de l'amélioration continue, c'est notre client. Donc on n'a pas le choix. Elle nous est imposée
bon, pour permettre le progrès continu, mais pourquoi notre client nous les impose? Lui, il attend autre chose, il attend la baisse continue des prix. Dans l'automobile, vous ne négociez pas un marché sans, tous les ans, une petite remise. Alors, au-delà de cette imposition, nous, chez Presta France, on a voulu vivre et faire vivre ces outils à nos collaborateurs. Et au cœur de notre système d'amélioration continue, nous avons placé le SQDC. Alors, S, ça commence par sécurité. Et derrière sécurité, on a le thème d'aujourd'hui, qualité de vie au travail. En fait, au départ, il y a un principe très simple qui régit ça, c'est de dire à nos employés, lorsqu'un client vient dans nos ateliers, s'il se rend compte qu'on n'a pas veillé à son intégrité physique ou à la façon dont il peut se sentir dans l'atelier, si on sent visiblement qu'il est malheureux ou qu'il est extrêmement stressé, comment peut-il croire qu'on va faire des pièces de qualité? Donc voilà pourquoi nous avons passé la sécurité en premier. Et derrière sécurité, nous avons également ergonomie. Nous travaillons beaucoup également sur ce thème-là. Et ensuite vient la qualité, évidemment. On a beaucoup entendu par le passé de l'automobile, la qualité en numéro 1. Chez nous, c'est d'abord la sécurité. Après la qualité, puis évidemment, nous sommes en flux tendu, vous l'avez entendu dans le film, donc les délais de livraison, les bonnes quantités au bon moment, et les coûts qu'on a placés en dernier, mais qui sont également un juge de paix extrêmement important dans nos activités, vous vous en rendez compte. Alors, comment avons-nous procédé pour mettre en œuvre l'amélioration continue chez nous? Alors, on a décidé de créer un pool de 2 ingénieurs qui ne s'occuperaient que de dynamiser les outils d'amélioration continue et de les déployer dans les différents ateliers. Donc, animation de workshop, donc de travaux directement dans l'atelier, former les différents acteurs. Alors, quand je parle des acteurs, c'est les acteurs chargés de l'animation terrain, mais c'est aussi l'ensemble de nos employés, de nos ouvriers, qui sont formés aux méthodes, de vérifier comment fonctionnent ce qu'on appelle, nous, des chantiers d'amélioration, de les auditer, de venir voir après, de constater le niveau du chantier et de donner de nouvelles pistes d'amélioration, éventuellement aussi d'aider à recadrer par rapport à la méthode et de continuer à avancer de cette façon-là. Alors, les outils qui sont déployés chez nous sont des outils classiques. On fait du 5S. On a une méthode qui est déclinée en 4 étapes. Alors, je l'ai laissé un peu volontairement ici en anglais, simplement parce que la méthode qui a été mise en place dans notre usine, Presta France, a été déployée sur l'ensemble du groupe. Donc, on a aussi été pris comme bonne pratique pour ensuite étendre notre activité. Alors, dans un premier temps, on nettoie l'environnement, on range chaque chose à sa place. Dans un deuxième temps, on cherche à éliminer les causes de salissure. Dans un troisième temps, on introduit un niveau de standardisation supérieure et de maintenance. Et dans un quatrième temps, on décline davantage de la maintenance préventive. Bien que de la maintenance préventive, il y en a dès le départ. C'est le principe même de la méthode. Donc, évidemment, ça se réalise sur le terrain. Donc, le terme Gemba, c'est le terme qui nous vient du japonais pour dire terrain. Donc, avec les opérateurs, à travers des chantiers animés lorsqu'on lance l'opération, mais ensuite au quotidien. Et on suit, disons, les résultats de ces chantiers avec un petit affichage visuel qui résume l'affichage de la situation. Et surtout, on fait des contrôles, des audits, suivant une checklist, un questionnaire bien établi qui permet aux équipes de progresser, d'avoir de nouvelles pistes de progrès et d'avoir une forte implication du management pour que l'animation de tous ces outils se passe bien, et il est indispensable d'avoir une implication au plus haut niveau. Vous avez parlé de la gouvernance de l'entreprise, Monsieur Morlet, c'est indispensable. C'est-à-dire que si la gouvernance de l'entreprise n'est pas derrière un projet d'amélioration continue, il n'a aucune chance d'aboutir et de prendre, je dirais, dans l'atelier.
L'amélioration continue chez nous, elle est d'abord, pour nous, elle est d'abord un enrichissement des tâches. Hein, pour nos agents de fabrication, elle donne du sens à leur travail. Je crois que je l'ai entendu au moins 2 fois déjà aujourd'hui. Elle participe au progrès de l'entreprise, évidemment. Je veux dire, c'est bien le but. Et de cette façon-là, chaque salarié peut participer au progrès de l'entreprise, et pas seulement juste être là pour faire une tâche. Elle favorise le travail en équipe, elle favorise les échanges. Ces méthodes permettent le dialogue. Parce que bon, quand on est chez nous, on fait de l'assemblage, donc les opérateurs sont positionnés sur des postes de chargement, ils peuvent ne pas parler pendant 8 heures. Donc, et à travers ces méthodes-là, ils ont des moments privilégiés où on peut échanger, favorise les synergies de groupe. C'est, en résumé, une vraie valeur ajoutée à la qualité de vie au travail. Alors, ça passe aussi par du développement de compétences. Il est clair qu'il faut comprendre les méthodes que je viens de vous citer tout à l'heure, il s'agit de les comprendre, de les assimiler, et ça passe par de la formation, par de la pédagogie, par du suivi sur le terrain, par beaucoup d'explications. Savoir opérer un changement, le raisonnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une idée et puis on la met en place. Non, on essaye de comprendre, bon, on a un problème, pourquoi on a ce problème? Quelles sont les causes de ce problème? Et là, on a une méthode qui s'appelle le PDCA, mais bon, il y en a plein d'autres. Les 5 pourquoi, par exemple, c'est une méthode qui est utilisée. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Et tous ces outils-là, on essaie de les amener jusqu'au niveau le plus bas chez nous, dans les ateliers. J'ai mis quelques exemples, les FA, les PIC, alors c'est du chinois, tout ça pour vous. En fait, c'est des suggestions d'amélioration. Alors nous avons des suggestions d'amélioration qui sont des suggestions d'amélioration purement techniques, générales. On en a qui sont focusés sur les problèmes qualité, on en a qui sont focusés sur les problèmes de santé et de sécurité au travail. Donc on a également un sujet là-dessus, donc ce qu'on appelle les presque accidents, c'est-à-dire s'il a failli se passer quelque chose qui aurait pu occasionner une coupure ou occasionner une chute ou un risque quelconque. Donc on est complètement dans la prévention de ces accidents-là, ou de ces accidents potentiels. Alors, j'arrive sur le troisième temps là, de mon exposé, donc les clés de réussite de l'amélioration continue. Donc j'ai essayé de développer un tout petit peu. Alors, pour garantir la réussite, il nous a fallu implémenter une dynamique, une vraie dynamique, un suivi continu, donc au travers des audits, mais pas seulement des audits. Il s'agit aussi de garantir l'avancement des actions. C'est-à-dire que des idées sont émises, des propositions sont émises, on veut réaliser quelque chose, il faut encore le réaliser. Parce que si on ne le réalise pas, quelque temps après, il n'y a plus d'idées. Si ça ne sert à rien d'émettre des idées. Donc, il faut savoir écouter. Il faut savoir entendre les propositions. Et là, c'est un exercice qui est très difficile pour le management, notamment le management intermédiaire. Il faut savoir donner du feedback. C'est-à-dire que si c'est pas retenu, pourquoi c'est pas retenu? Ou si c'est pas fait tout de suite, pourquoi c'est pas fait tout de suite? Il faut expliquer un minimum. Donc communiquer, échanger, ça reste dans le... Et ensuite, s'intéresser et reconnaître le travail effectué. Donc nous faisons, enfin moi-même, je fais une visite des chantiers 1 fois par semaine. Je consacre 1h30 de mon temps, toutes les semaines, pour faire une visite d'un secteur de production pour vérifier comment les choses avancent, comment les choses se mettent en place, quelles sont les difficultés, quels sont les besoins qu'il y a, quelles sont les ressources éventuellement à mettre en place pour dynamiser l'action. Il est évident que pour améliorer la compétitivité, il est nécessaire de développer des techniques d'amélioration continue qui utilisent la totalité des capacités du personnel
que l'on emploie dans notre entreprise. Donc, les salariés ont accompagné ces changements technologiques tout au long de ces années, de sorte qu'on peut dire que c'est une culture du changement. Pour nous, la CFDT, on a vu venir le 5S et le SMED par le biais de la première réunion d'information au niveau des salariés, l'application des salariés sur le mode opératoire de nettoyage, de rangement et d'enlever toutes les parties inutiles au poste de travail. C'était les premiers éléments d'information et l'application directe des opérateurs de production. Après le SMED, il est venu au 5S où on leur demandait aux salariés de faire du temps de montage, d'aider le responsable pour aller plus vite dans les temps de montage. En gros, gagner du temps. C'était la compétitivité, on le clair de la compétitivité. Mais bon, nous, c'était une découverte au même titre que les salariés, quoi. On ne savait pas ce que c'était, donc on découvrait comme eux, quoi. Je suis arrivé chez ThyssenKrupp, on avait déjà cette démarche de 5S qui était déployée, donner les lignes de production, mettre chaque chose à sa place. Nous avons aussi le PDCA qui sert donc déjà à remonter la moindre anomalie qu'on peut détecter sur une ligne de production. Et là, ça passe par les opérateurs, donc les ouvriers de base, jusqu'aux moniteurs et aux managers de proximité. Tout ceci ne peut être efficace que si ces techniques sont utilisées pour motiver, impliquer et reconnaître le personnel. L'application du personnel, ça passe par le biais de tous les chantiers qu'on a pu mettre au système management des idées pour remonter des idées, la réalisation. Ça passe par aussi la récompense du personnel. Le management des idées, on passe aussi par la sécurité, donc ce qu'on appelle les presque accidents. Dès que quelqu'un décèle, on va dire, une défaillance qui peut nuire à la sécurité du personnel ou de l'ensemble des gens intervenant sur notre site, quelque chose qu'on doit traiter en priorité. Une entreprise ne peut être performante que si ses salariés se sentent connus, reconnus et appréciés. Et pour ce faire, des techniques de l'amélioration continue, que ce soit sur le produit, sur les process de production, mais également, et chez nous c'est très important, sur la sécurité et la santé au travail, sont utilisées et développées dans le sens également des aspirations de nos salariés. Ils ont fait des îlots pilotes, pour dire l'îlot là, il va démarrer la période 5S, et après dans leur symbole, c'est une pierre qui avance, et au fur et à mesure que les étapes elles étaient mises en place, les salariés, ils auraient été dans la démarche au niveau du 5S. Donc la démarche 5S, c'est complètement différent. C'est l'application des salariés dans les temps de montage pour réduire les temps de montage. Nous, ce qu'on voyait de positif dans cette démarche-là, c'est que ça permet de donner un peu plus de valeur ajoutée sur leurs tâches et sur leur performance, et puis de vaincre un peu la morosité du travail qui est le poste d'assemblage. Participer davantage, à s'investir davantage dans des décisions, dans l'organisation et à l'enrichissement des tâches, contribue, à mon sens, à améliorer la qualité de vie au travail, dans le même temps que ça génère des exigences nouvelles, davantage d'investissement, d'efforts. Salariés qui peuvent être en difficulté sur les tâches qu'on leur demande à faire lors des temps de changement qui sont plus complexes que l'assemblage qui est normalement dans leur tâche habituelle de travail. À cas de figure, comme je le disais auparavant, un salarié qui faisait de la production, il faisait de l'assemblage, c'était sa tâche principale d'activité de production. Depuis les années antérieures, depuis 5 ans, du fait qu'il doit assister le moniteur dans les changements de gamme, on va lui demander de faire des changements de repères. Donc il doit faire des manœuvres et des modifications mécaniques sur les installations. Pour certains, ça leur semble aisément facile à faire avec de la formation dans l'entreprise, et d'autres, ça leur pose des difficultés parce que ça demande quand même un certain bagage technique, une compréhension de gestes à faire, parce que si le geste il est mal fait ou si l'assemblage est mal fait, on a un crash et la chaîne elle est en défaut et elle peut être pendant 8 heures à l'arrêt.
Pour certains, c'est aussi une opportunité parce que ça peut leur permettre d'être détectés pour plus tard être des moniteurs, parce qu'ils ont une fibre de mécano, parce qu'ils ont une fibre de comprendre facilement des choses. Et pour d'autres, ça peut être aussi une façon de les mettre un peu à la traîne, parce qu'on les dépiste comme personnes moins capables d'appréhender des problèmes techniques ou de faire des modifications. On a donc imaginé, en collaboration avec un organisme de formation, un outil pour ne pas mettre les personnes, les salariés en situation d'échec, mais au contraire donc garantir donc leur réussite dans leur nouveau poste. Et il est clair que dans ces nouveaux postes, on exige davantage de concentration, un nombre d'informations plus important à gérer, également une organisation du travail plus exigeante que sur les lignes classiques. La majorité des salariés voient également un signe de reconnaissance en tant que personne. On fait appel à leur intelligence, à leur initiative, et de ce point de vue-là, ça me paraît tout à fait positif. Plus on va impliquer une personne, plus on va la responsabiliser, plus elle va se sentir importante, et pas juste une simple exécutante, et ça va lui procurer, on va dire, quelques défis journaliers et quotidiens qui vont rendre ces conditions de travail un peu plus intéressantes et moins monotones que les lignes de production qu'on a pu connaître dans le passé, il y a une cinquantaine d'années. On entend au niveau du SACES, notamment de la compétence que les salariés ont acquis depuis ces nombreuses années, c'est de les faire reconnaître, de les faire identifier, de les faire valoir en tant que tels, et que demain ces salariés qui ont eu un parcours professionnel différent par rapport à la mise en service du travail soient reconnus non seulement dans l'entreprise, mais en tant que coefficient et en tant que salaire. Donc ça, c'est encore un pas qu'on n'a pas franchi, et c'est encore quelque chose qui reste question ouverte. C'est pas parce qu'on a fait un gain de compétitivité maintenant qu'il est valable dans 2 ans ou dans 3 ans. Dans 2 ou 3 ans, il y aura d'autres technologies qui seront utilisées sur le produit, sur nos moyens de production. Donc il faudra que le personnel s'adapte à ces nouvelles technologies pour développer, lui, à son niveau, de nouvelles améliorations qui seront vraiment sur son site. Que le discours est forcément vendeur, alléchant, enfin, on a envie de vous suivre. Et en même temps, on se pose énormément de questions, et notamment sur comment je peux... Je vais faire le lien sur la conclusion de votre président. Une démarche d'amélioration continue, comment j'ai une démarche d'amélioration continue sur ma démarche d'amélioration continue, etc. Vous voyez comment je peux faire la pierre qui amasse la mousse, etc. Surtout que je trouve que dans ce que vous nous proposez là, l'opérateur est vu comme quelqu'un qui spontanément remplirait des FA, des PIX, etc. Enfin, vous parlez de démarche d'implication des personnes, et moi tout de suite je me dis, mais finalement est-ce qu'un opérateur il va véritablement se mettre lui-même dans une situation difficile, dans le sens où dès qu'il va dire bah, ça marche pas, il sait que ça va transformer son travail, et finalement est-ce que c'est pas une démarche qui va quelque part lui dire mais j'ai plus intérêt à ne rien dire, à ne rien faire, et ça viendra bouleverser le moins possible mon travail. Je fais la provoque, mais c'est un petit peu exprès. Donc l'idée pour moi, c'est comment en fait on s'assure que effectivement l'opérateur joue le jeu de cette participation, de cette implication. Hein. De même sur les réunions matinales, je suis consultant, j'ai assisté à des réunions matinales où dans le groupe des présents, il y avait des gens qui étaient comme ça, qui attendaient que ça se passe et qui disaient mais finalement la chose qui m'intéressait c'était tel sujet, on en a parlé il y a 3 semaines, on n'entend plus parler, etc. Donc moi ce qui m'intéresse c'est comment en fait concrètement on se garantit que effectivement cette écoute de l'opérateur du salarié, elle est réelle, elle est vraiment prise en compte, c'est-à-dire comment ça, est-ce que c'est effectivement un jeu de communication, d'implication qui serait réellement prise en compte, et comment on se garantit de ça. Et je crois que les salariés sont parfois, et je pense que nos amis ici présents sont aussi dans ce questionnement de se dire mais est-ce que finalement tout ça sert véritablement à la qualité de vie au travail?
C'est vrai qu'il y a des cases que je pouvais cocher par rapport à la démonstration que vous avez faite. Il y a des choses qui sont aussi mises de côté. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est l'évaluation de cette démarche, mais pas côté client, pas côté productivité. C'est finalement comment on interroge les effectifs, les salariés, les managers, sur effectivement le bien-être que tout ceci a apporté dans leur travail et dans leur vie personnelle. On va vous présenter donc un établissement qui réside sur Montigny-lès-Metz, qui est un des 3 établissements qui est géré par la Fondation des œuvres sociales protestantes, qui regroupe aussi un foyer logement qui est sur Montigny-lès-Metz, 41 rue du Canal, qui regroupe 52 résidents, et le foyer Mozart sur Metz, qui est un foyer de jeunes filles. Voilà. Donc pour la maison de retraite, que l'on appelle maintenant établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et le mot EHPAD que vous entendez certainement souvent. Donc cet établissement contient et en fait regroupe 75 lits d'hébergement permanent et un lit d'accueil temporaire. En quelques chiffres, nous avons un budget annuel de 2 656 117 € et un taux d'occupation de 98% quasiment. Et à titre indicatif, je vous ai mis les prix de journée qui sont actuellement pratiqués. Donc ils sont autour en moyenne de 1 800 € par résident. Alors l'équipe de personnel qui s'occupe de nos 76 résidents, elle est composée donc de moi-même, d'un adjoint de direction, d'un médecin coordonnateur à temps partiel, d'une infirmière coordonnatrice, de 3 infirmières dont une à temps partiel, de 15 aides-soignantes dont 2 sur un poste de nuit, une aide médico-psychologique, 2 agents de soins de nuit qui sont dans le cadre de contrats aidés et à temps partiel, une ergothérapeute à temps partiel, une art-thérapeute à temps très partiel, et 2 employés administratifs dont un contrat aidé également à temps partiel et un agent technique. Donc soit 30 salariés. Donc on est un peu le petit poussé à côté de ThyssenKrupp, mais bon, donc qui représente 26,64 postes équivalents temps plein, sachant que vous allez certainement me dire, mais qui fait le nettoyage et qui fait à manger? Donc ces 2 postes, le bio-nettoyage et la restauration, sont en fait sous-traités. Et nous accueillons ainsi 18 salariés qui œuvrent régulièrement dans la maison de retraite, et notamment avec l'avantage d'avoir les repas fabriqués sur place par un chef cuisinier qui sert les repas en salle à manger midi et soir. Alors le contexte de l'évaluation de la qualité et du diagnostic des risques psychosociaux à la Vacquinière, ça a d'abord été une exigence légale et réglementaire qui est inscrite dans la loi du 2 janvier 2002 s'agissant des services de gérontologie. Mais aussi, dans le cadre du renouvellement de la convention tripartite, c'est une convention qui est d'une durée de 5 ans, qui fixe les modalités de financement donc, de l'EHPAD par nos tutelles, à savoir pour les soins, l'Agence régionale de santé, et pour l'hébergement et la dépendance, le Conseil général. Alors, le contexte plus particulier d'évaluation de la qualité, c'est une démarche qui a voulu et qui a été appuyée sur les orientations et les intentions générales de l'établissement qui sont en fait regroupées dans le projet d'établissement, et qui ont insufflé une façon d'agir collective, mais aussi une démarche construite sur l'interrogation récurrente des besoins des personnes âgées et l'analyse des pratiques des salariés. L'enjeu de l'évaluation de la qualité a été de maintenir dans le temps l'implication collective fondée sur une approche relationnelle, complétant les techniques de soins et d'animation, mais aussi apportant une valeur ajoutée au travail quotidien, les salariés devant pouvoir trouver bien-être et valorisation au travail. Le contexte du diagnostic des risques psychosociaux est parti en fait de constats de la direction, à savoir un alourdissement de la dépendance psychologique des personnes âgées accueillies, des difficultés accrues de prendre en compte les exigences différenciées des familles, une expression aussi de tension entre les personnels d'encadrement et les équipes et entre les équipes, et une configuration architecturale des bâtiments qui rend les conditions de travail plus difficiles, puisqu'en fait l'EHPAD est une succession de 3 bâtiments qui ont évolué d'architectures différentes et qui ont évolué au cours des années. Donc c'est vrai que cela fait beaucoup de déplacements pour le personnel. Alors l'enjeu du diagnostic des risques psychosociaux était en fait de disposer d'un diagnostic
qu'on a voulu mener par un intervenant extérieur pour en faire la base d'un plan d'action dans le cadre du projet d'établissement d'une part, mais aussi des démarches d'amélioration continue. Alors ce diagnostic a été en fait, pour le réaliser en tous les cas, sachant que le budget des EHPAD est loin d'être extensible, donc nous avons sollicité l'ARACT Lorraine afin d'inscrire donc cette réalisation du diagnostic dans le cadre d'une action régionale d'appui des conseils pour prévenir les risques psychosociaux. Alors les modalités de réalisation du diagnostic donc, ont commencé par une réunion, par la création d'un comité de pilotage de la démarche composé du GHSCT, sachant que nous ne sommes pas dans l'obligation d'avoir un GHSCT étant une petite société, mais nous avons décidé d'en créer un. Donc ce groupe est composé de 8 personnes, à laquelle nous invitons également le médecin du travail et des 2 délégués du personnel, dont moi. Alors les modalités de réalisation du diagnostic, 25 personnes rencontrées sur les 28 prévues, par le biais d'entretiens individuels semi-directifs avec l'ensemble des salariés, des questionnaires utilisés à titre complémentaire et de confirmation sur 2 thèmes, le stress et la stimulation et les conditions de travail. Les voies d'amélioration repérées étaient de l'ordre de réduire l'isolement de certains personnels, améliorer le parcours d'intégration des nouveaux embauchés, être plus vigilant sur les quotas d'effectifs, réviser et compléter les temps d'échange et de régulation et de travailler sur la reconnaissance et l'acceptation de la répartition des pouvoirs et des responsabilités de chacun. Les points de réelle progression au sein de cette intervention ont été la communication, la définition des rôles de chacun, l'ajustement des activités à la réelle charge de travail, la formation professionnelle et un travail de solidarité autour du résident et des proches. Donc par rapport à la communication, nos points de réelle progression sont maintenant des réunions de soins une fois par mois entre l'infirmière coordinatrice et les infirmières qui supervisent une équipe, une réunion d'équipe pluridisciplinaire 2 à 3 fois par mois avec la collaboration d'un membre de la direction, du médecin coordonnateur et des salariés en poste, des réunions de groupe avec le médecin coordonnateur une fois par mois sur les bonnes pratiques professionnelles des soignants, et des réunions de droit d'expression aide-soignante psychologue à la demande, au minima une fois par semestre. Sur la définition des rôles de chacun, nous avons mis en place des fiches de poste intégrant la définition du poste de chacun, les missions attachées au poste et les attributions principales du poste, en sachant que pour ces points-là, cela s'est fait sous forme de groupe de travail sur le volontariat avec le personnel concerné pour faire sa fiche de poste. Sur l'ajustement des activités à la réelle charge de travail, nous avons mis en place des fiches d'organisation des soins pour les postes de journée, pour la nuit, pour les infirmières, les aides-soignantes, les agents de soins, semaines, week-ends et jours fériés. Par rapport à la formation professionnelle, nous avons mis en place des actions de formation inter-établissements par le biais d'un réseau. Donc actuellement, nous travaillons avec 11 autres établissements pour diminuer le coût des intervenants de formation et pour justement collaborer et donner nos pratiques de chacun. Les thèmes choisis sont en fonction des demandes individuelles et ou collectives exprimées et une action de formation par salarié par an ou tous les 2 ans en fonction de sa durée. Par rapport au travail de solidarité autour du résident, nous avons fait une réflexion commune sur le projet de vie de chaque résident de façon à travailler de la même façon et ainsi les accompagner au mieux au quotidien ainsi que leur famille. Je pense que ça va grimacer par rapport au dernier point. Nous avons également travaillé dans la solidarité par des inversions de postes spontanées en cas d'intempéries pour garantir la continuité de la prise en charge des résidents en limitant la prise de risque des salariés pour venir se rendre à leur lieu de travail. En conclusion, la prise en charge des résidents en toute humanitude peut être également source de bien-être pour les salariés lorsque l'organisation est réfléchie et planifiée dans le dialogue. Participer, c'est adhérer. D'évaluation interne dans le cadre de l'amélioration de la qualité, est arrivé en même temps le sujet des risques psychosociaux et la possibilité de réaliser un diagnostic avec également, ce qui n'était pas anodin, également un soutien notamment de l'ANACT. Donc l'établissement a trouvé que c'était intéressant que, par rapport déjà à ce qui était soulevé dans le cadre de l'évaluation interne en tant que de justement tension dans certaines choses ou des prestations qui pourraient être meilleures avec une meilleure organisation. Donc finalement les deux se rejoignaient. Donc il est paru très opportun
de faire mener en parallèle cette évaluation interne et un diagnostic des risques psychosociaux. Parce qu'en fait, au bout du compte, les deux ont concouru à mettre en place et à dégager des axes d'amélioration pour le quotidien, notamment du personnel, mais au bénéfice des résidents. Le plus marqué dans votre exemple, c'est que finalement, j'allais dire un peu rapidement, il y a un alibi qui est RPS. Allez, on va faire un diagnostic RPS. On a, c'est sûr, on connaît la difficulté, la dureté de ces métiers-là. Et puis, finalement, ça se retourne. C'est une occasion pour que tout le monde se parle. Et là, j'étais assez impressionné de la diversité des espaces de parole, de la diversité des acteurs dans ces espaces de parole. On sent que toutes les compétences sont présentes, les représentants sociaux, la médecine du travail, etc. Donc, c'est ça que je trouve très, très, très intéressant, c'est comment à partir d'un diagnostic, finalement, une structure comme la vôtre, elle s'empare de ça et elle construit le bien-être au travail. Et bien, vous pouvez voir, parce que je suis toujours à gratter quelque chose, c'est la question des sous-traitants. Comment les sous-traitants, vous les impliquez dans cette démarche-là? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont vécus comme des personnes qui vivent à côté ou est-ce qu'ils sont vraiment intégrés dans la démarche? Et vraiment, tout ce qui a été fait là, nous, a été vu au GHSCT avant d'être diffusé ici. Donc, toutes les informations qui sont là sont des informations qui ont été validées, pas seulement par la direction, mais par rapport à notre comité. Voilà, l'ensemble des salariés. Bon, quand même, pour répondre sérieusement à cette question, nous faisons régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de notre personnel et nous prenons en compte toutes les remarques possibles et imaginables autour des conditions de travail, de la communication, enfin bon, voilà. On cherche également à s'améliorer à travers ça en permanence. Je veux dire, là, je vous ai parlé d'outils basiques de terrain, mais bon, à côté de ça, on a un certain nombre d'autres outils qui nous permettent de suivre l'état général de notre entreprise et peut-être un autre indicateur simplement, notre absentéisme maladie aujourd'hui dans notre entreprise, elle est de 2,5%. Maladie, je parle. Je exclue là les dames enceintes, etc. Monsieur Laval avait une question, est-ce que vous pouvez vous présenter, poser votre question ou votre remarque ou votre témoignage? Je suis médecin du travail et je suis en master de psychologie du travail au CNAM en même temps. En fait, ça complète un peu la question de madame. J'ai deux questions, en fait, une remarque pour la deuxième intervention. Pour la première question, monsieur a répondu en partie. Toute la démarche d'amélioration continue est très intéressante. J'avais la même impression que monsieur l'universitaire, que c'était une démarche pour nous vendre la démarche continue. Pourquoi pas, elle est très satisfaisante si elle fonctionne bien, hein, au niveau de la démarche continue, c'est sans problème. La seule chose en tant que médecin du travail qui m'interpelle, c'est l'état de santé des salariés avant la démarche et l'état de santé des salariés après les démarches. Vous dites que vous avez des indicateurs, questionnaire de satisfaction, mais ça c'est pas, en tant que médecin du travail, un indicateur qui me satisfait. Donc, est-ce que les médecins du travail ont été interpellés? Est-ce qu'ils ont donné leur avis sur la démarche? Est-ce que vous avez parlé d'absentéisme, il y a d'autres indicateurs, les TMS, les maladies professionnelles, le turnover, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'adhèrent pas à la démarche? Parce qu'on sait souvent que dans les démarches d'amélioration continue, les gens qui ne sont pas dans la culture de cette démarche sont mis de côté. Ça a été évoqué vraiment les gens qui ont mis à la traîne. Et s'ils ne sont pas polyvalents, ça ne marche pas. Donc c'est ça qui m'interpelle. Ça c'est la première question que je pose. C'est la seule question que je pose. Et ensuite, juste une remarque sur les deux types d'interventions. On a l'impression que la deuxième intervention marche bien, mais que ce n'est pas une démarche d'amélioration continue, c'est plutôt tout simplement une analyse des risques psychosociaux. Et on s'en sert pour faire une accréditation, mais ce n'est pas tel qu'on l'entend une démarche d'amélioration continue. Donc je pense que c'est très bien, mais c'est un contre-exemple par rapport à la problématique de la démarche d'amélioration continue. Donc ça c'est une remarque, hein. Je ne pose pas de questions aux deux intervenantes. Par contre, je pose la question à monsieur... je vais passer la parole à un je juste sur une réponse par rapport aux indicateurs de résultats, aux
aux indicateurs des résultats entre ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui, sur quoi vous vous appuyez pour donner les résultats. Je me permets de répondre à la toute dernière partie de votre question. Quand on a choisi de construire cet atelier, si vous regardez un peu l'intitulé, on ne sait pas naturellement, on n'a pas lu forcément Wikipédia pour dire c'est quoi le lean, etc. Quelles sont les entreprises qui appliquent le lean. L'idée était beaucoup plus générale, c'est de prendre le mot amélioration continue au sens très général du terme. C'est qu'il nous a semblé que dans la démarche de la Vaclinière, il y avait bien une démarche d'amélioration continue, au sens où s'ils ne se posaient pas les questions de leur organisation, du service rendu et quelque part de la valeur ajoutée qu'ils apportaient aux résidents, ils avaient un souci pour maintenir, en tout cas, leur activité professionnelle. Alors, je suis d'accord avec vous, on n'est pas dans les canons industriels d'amélioration continue, mais c'est justement ce qu'on veut peut-être débattre dans cet atelier, c'est qu'est-ce qui se passe entre le secteur industriel qui a expérimenté cette démarche depuis très longtemps, juste après la guerre, et au jour d'aujourd'hui, les secteurs administratifs, les services qui voient arriver ces démarches dans leurs établissements. Henri Smaché. Avant ça, excusez-moi. Une question. Ce qui m'interpelle, et ce que je rebondis, c'est il y a amélioration, qui peut être une amélioration ponctuelle, et là c'est peut-être ça que vous pointiez. Là on a fait une activité d'amélioration mais ponctuelle, et l'amélioration continue qui est une amélioration qui est infinie, on va dire. C'est plus ce que vous faites dans l'industrie. C'est ok, on améliore à un moment, on change d'un état à un autre, mais en fait cet état n'est que transitoire, c'est pas un nouvel état définitif. Comment adapter les démarches industrielles sont sans doute plus sophistiquées évidemment vu la taille des entreprises, leur expérience, au secteur tertiaire. Donc comment, donc c'est une question de M. Schmucher, c'est après avoir entendu l'exposé sur un EHPAD, donc un EHPAD de 30, même pas 26 équivalents temps plein, de son point de vue, est-ce qu'il y a, en dehors des grands principes que vous avez cités, mais aussi au plan de la méthodologie, au plan des outils, des choses que vous utilisez dans le secteur industriel en termes d'amélioration continue, qui pourraient s'appliquer, qui pourraient être utilement mis en œuvre dans des entreprises du secteur tertiaire, dans le secteur de l'hospitalisation ou dans d'autres secteurs, disons ce secteur médico-social plutôt. Parce que dans le secteur bancaire, on voit des méthodes industrielles qui s'imposent progressivement dans d'autres secteurs tertiaires. C'est une expression des salariés. Il y avait des réunions de démarrage de journée dans les ateliers, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On a toujours été sur des méthodes et des techniques de relation entre le management et les salariés. Maintenant, ça prend des labels, ça prend des instituts différents. Et je crois que ce qui est important, c'est la notion d'espace de discussion. Alors on les appelle un peu, mais c'est comment on fait des espaces de débat, de discussion dans l'entreprise. Mais ça a toujours existé. Ces éléments-là ont toujours été dans l'entreprise. Ils vivent des modes par des dénominations, etc. Maintenant, c'est comment ils sont investis, comment ils sont enrichis. Les deux problèmes qui étaient soulevés à la Vaclinière par les salariés, le premier, c'était non pas celui des effectifs, mais celui du travail quand les effectifs n'étaient pas au complet. Parce que ce que tous les salariés mettaient en avant lors des entretiens, c'est ce qui nous plaît le plus dans notre travail, c'est la relation avec la personne âgée. D'accord ? C'est de pouvoir faire ce qu'on nous demande de faire, mais en respectant et en étant en relation avec la personne âgée. Ce qui pouvait se faire à peu près quand les effectifs étaient corrects. Mais dès qu'il y avait des problèmes d'effectifs, c'était plus possible. Donc on a là, alors je le dis parce que les pressions aujourd'hui sociales de la part des financières, etc., font que dans les établissements, alors du type EHPAD, mais aussi des établissements de soins, dans tous les établissements de soins, on se trouve face à ça. C'est-à-dire des gens qui aiment bien leur boulot, qui aiment bien la relation, qui aiment bien faire leur boulot, mais qui se trouvent dans des situations objectives où à certains moments, le fait de ne plus pouvoir le faire, crée un certain nombre de difficultés pour eux, mais aussi pour le collectif. Et c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans cette dégradation-là, il y a une deuxième dégradation qui se met en place. À la Vaclinière, mais ailleurs aussi. C'est comme les gens le travail devient plus difficile, c'est plus difficile de discuter entre nous, etc. On se trouve face à un problème de qu'est-ce qui fait la qualité de notre boulot. C'est-à-dire une personne va prendre tel choix pour faire telle tâche, l'autre ne va pas être d'accord. Et on ne va pas réussir à en discuter, donc ça peut créer des conflits, etc. Donc, par rapport à cette histoire de communication, etc., ce qui était important, et ce qui pour moi reste toujours important, quels que soient les outils, les méthodes, c'est comment trouver des espaces
où les gens peuvent, alors quand je dis les gens, c'est à la fois les salariés, mais aussi l'encadrement et les directions, où on puisse discuter franchement, avec respect du point de vue de chacun, et qu'on puisse avancer positivement sur qu'est-ce qui fait la qualité de notre boulot et comment on peut faire évoluer ce travail-là. C'est pas parce qu'on a posé le constat, alors peut-être que notre présentation a pu prêter à confusion, mais en tous les cas, on est dans une démarche continuelle de l'amélioration de la qualité, parce que vous imaginez bien que les résidents, même si on a une centenaire et si on en a presque une par an dans les 5 années qui vont venir, mais je veux dire qu'il faut s'adapter à l'état de nos résidents, à l'évolution de leur pathologie, avec toujours la même équipe. Donc en fait, si on est arrivé à l'heure actuelle par rapport à la problématique des remplacements, en fait, c'est en remettant en cause l'organisation, en reposant à plat et en discutant avec les équipes et avec toutes les aides-soignantes, puisque c'est elles qui sont en plus, vous avez pu le voir dans l'état des effectifs, le plus nombreuses, c'est en remettant vraiment à plat l'organisation qui nous a permis en fait de dégager budgétairement un poste qui est réservé au remplacement. Donc quand on a quelqu'un qui, au jour le jour, le matin, dit « je ne peux pas venir », il y a sur la base du volontariat, au sein de l'équipe, un horaire coupé qui est mis en place, mais c'est entre elles qu'elles se définissent, et si vraiment on est au bout de nos ressources, on passe à l'intérim. Mais je veux dire que ceci, on en peut... Donc ça fait pour eux, c'est-à-dire que l'effort qu'ils peuvent ressortir d'un côté, fait qu'ils ont la qualité au niveau du travail, parce qu'on peut apporter quelqu'un en renfort. Et au niveau par rapport à monsieur le médecin du travail, ce que je voudrais dire, c'est pas que les arrêts de travail en nombre ou diminuant, certes c'est un des indicateurs, mais je pense que quand même l'important pour nous qui côtoyons au quotidien des êtres humains, c'est que personne ne peut prendre vraiment bien quelqu'un en charge s'il n'est pas lui-même bien dans ses chaussures et dans sa tête. Donc je veux dire que dès lors qu'il y a déjà rien qu'au sein de l'équipe, dans nos réunions d'équipe, on veille à l'épuisement. Parce qu'il faut quand même savoir que autant en l'hospitalier, les patients tournent, autant les résidents, vous les avez tous les jours avec leurs qualités et leurs défauts, avec leur personnalité des fois un peu envahissante, et leurs besoins et leurs sollicitations. Donc en fait, c'est un facteur d'épuisement important en maison de retraite, et c'est bien pour ça qu'on y est vraiment vigilant, et c'est continuellement et tous les jours et à travers nos réunions régulières que l'on prend en charge et que l'on veille, et avec également la collaboration de notre médecin du travail qui nous alerte quand elle constate que chez une personne il y a un épuisement, et sans pour cela qu'il y ait forcément un arrêt de travail.